Bonjour, mettez-vous comme vous voulez, faites comme chez vous, c'est Tech&Fest, Voilà. on est comme chez nous, vous êtes comme chez vous. Merci d'être là. On va parler pendant les 21 minutes 48 qu'on a devant nous. On va parler financement après avoir parlé coopération. Pour parler financement, je vous présente et je vous propose d'accueillir Marie Eklund, fondatrice Bonjour. et CEO du Fonds 2050. Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, Bonjour. merci d'être ici. Et puis rebonjour Paul-François Fournier. Je vous présentais en début d'après-midi comme directeur exécutif innovation de BPI France et je vous représente comme directeur exécutif innovation BPI France. On a intitulé cette table ronde la double réalité de la tech, financement et investissement stratégique. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'investissements, de montants levés parfois qui sont dingues dans la tech. Et pourtant, quand on parle industrie, quand on parle transition et quand on parle souveraineté, alors peut-être pas de défense en ce moment, mais quand on parle souveraineté, on a l'impression qu'il y a une pénurie, il y a une fracture aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Cette Marie, le CAC a fait, alors j'ai noté, le CAC a fait plus 10 en 2025, le Dow Jones plus 13, le Nasdaq plus 20. Ça a un impact sur l'économie réelle, sur le financement de la transition? En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit de plus en plus le monde financier pur qui se décorrèle de l'économie réelle. Je vous rappelle qu'au moment du Covid, en fait, la bourse, elle a mis 3 mois avant de réagir au confinement et à tous ces sujets. Donc, il y a un vrai temps de latence. Et au-delà de ça, moi, j'ai eu un peu comme on dit en anglais, un wake-up call, un réveil en fait en revenant de vacances cet été, parce que j'avais un rendez-vous avec 5 banquiers suisses à Genève, et je leur disais, en fait, l'économie, elle est sous 3 grandes tensions en ce moment. La première, c'est qu'on a franchi 7 des limites planétaires, et en fait, ça pose un vrai problème en termes d'accès aux ressources naturelles, de prix de ces ressources et de fiabilité de la chaîne de production. Il y a un deuxième gros sujet qui est la géopolitique. Comment est-ce qu'on s'adapte en fait avec les tensions actuelles? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit sortir de la globalisation avec des dépendances critiques sur un seul pays. Ça pose des risques qu'on ne peut plus gérer. Et puis la troisième, c'est l'accélération de la technologie. Et je sais que les deux derniers, souvent, les financiers les ont en tête et que c'est intégré dans leur réflexion et dans leur modèle, mais que le sujet des limites planétaires l'est moins. Donc souvent, je raconte l'histoire de la sécheresse à Taïwan qui a eu lieu en 2021, 2022, 2023 et qui a impacté l'économie européenne de l'automobile parce que les seuls semi-conducteurs qu'elle utilise sont fabriqués à Taïwan, donc ils ne pouvaient plus se fournir. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la contraction de l'industrie automobile européenne a eu lieu alors que le gouvernement taïwanais payait les producteurs de riz localement pour qu'ils laissent l'eau à l'industrie des semi-conducteurs. Et donc, il y a déjà ces arbitrages qui sont faits et je ne pense pas qu'ils soient pris en compte dans les modèles de risque des financiers, donc je le rappelle. Et là, ils me disent, non mais franchement, ça fait 20 ans que vous nous prédisez, vous faites des prédictions catastrophiques qui ne se réalisent jamais. Et donc, vous n'avez pas passé les 20 prochaines années à refaire la même chose, à nous déprimer tous, alors qu'on sait très bien qu'il ne se passe rien. Et du coup, moi, je voyais bien qu'on ne parlait pas le même langage. Et donc, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez dire par les prévisions n'arrivent pas? Parce que moi, quand je vois les scénarios du GIEC, en fait, non seulement on est plutôt en phase, mais on est plutôt sous-évalué, en fait. Et ils me disent, regardez la performance des marchés financiers, on est à plus 15% comme avant. Et donc, c'est de ça, un peu l'idée de se dire, il y a quand même toute une partie de la finance, pas toute la finance, mais toute une partie qui sait que comme l'argent est liquide, c'est pas grave si on ne peut plus investir dans Tropicana parce qu'il fait faillite, on va aller mettre l'argent sur la défense. C'est quelque chose que je vous voyais acquiescer au propos de Marie, Maya, Paul-François? Oui, alors moi j'ai envie de parler d'un autre type de fracture, mais c'est complètement lié. En fait, déjà, qu'est-ce que tu entends quand tu parles de tech? Parce qu'il y a un peu un amalgame. Est-ce que tu parles de soft? Et il y a beaucoup de startups effectivement qui sont financées dans la partie software. Puis après, il y a les sujets un peu plus deep tech, de l'infra, qui demandent des montants plus conséquents. Alors les deux sont intimement liés parce qu'en fait, je pense que c'est important d'avoir un écosystème soft où quelque part investir pour gagner de l'argent coûte un peu moins cher. C'est moins intensif en termes de capitaux. Mais pour ça, il faut créer un cercle vertueux. Et donc, il faut commencer à financer ces entreprises qui, derrière, arrivent sur le marché, créent de la valeur, sont revendues et réinjectent beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir dans des projets plus ambitieux. On a amorcé tout ça, il y a plus de 15 ans déjà.
On a un très bel écosystème en soft, on a aussi un bel écosystème deep tech, mais néanmoins, on arrive quand même à une certaine frontière où même sur notre écosystème software, on n'a pas suffisamment de sorties. Les clients ne sont pas forcément là, ne sont pas forcément en face capables d'acheter. Et en plus de ça, on fait face à une grosse concurrence outre-Atlantique notamment, qui fait qu'on a besoin de toujours plus injecter de capitaux pour des raisons commerciales. Et donc, on n'a pas fini tout ça. Et en plus de ça, il faudrait qu'on réinjecte de l'argent dans des sujets encore plus ambitieux. Donc c'est là où il y a une fracture. C'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire grandir ces entreprises de soft pour refinancer derrière avec beaucoup plus de montants les entreprises d'infra qui sont celles dont tu parles aujourd'hui quand tu parles de tech, de souveraineté, donc voilà, d'infrastructure. C'est ça, Paul-François? Oui, je pense qu'en fait, on essaye de construire un modèle en intégrant, je crois en tout cas aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi à BPI France, un certain nombre de ces contraintes, probablement pas autant qu'on devrait. Marie, de ce point de vue-là, est là pour nous rappeler à l'ordre régulièrement, mais elle a raison. Mais je crois qu'on essaye collectivement en Europe de bâtir un modèle qui intègre le maximum ces données-là. Et on est d'une certaine façon un peu seul dans ce nouveau monde qui s'est ouvert. Je crois que c'est un risque, mais c'est aussi une énorme opportunité. Et donc, il va falloir, comme le disait Maya, essayer de montrer que ce modèle, il fonctionne, que ce modèle, il est créateur de valeur économique et sociale. Et c'est effectivement l'enjeu des 5 ou 10 ans qui viennent. J'ai envie de dire, je suis optimiste parce que l'équation, elle est bien posée et qu'on a des bases. Il y a une base, par exemple, c'est que le dernier rapport Atomico est intéressant. Il montre qu'en Europe, on a une capacité à élargir les sujets des technologies beaucoup plus grande qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, au fond, ils font de l'IA et ils sont un peu monomaniaques de l'IA avec des moyens considérables. En Europe, on est en train d'ouvrir des champs sur les green tech, on est en train d'ouvrir des champs sur la santé, on est en train d'ouvrir des champs sur le quantique ou sur une IA qui est moins gourmande, qu'ont fait les annonces de Mistral il y a encore quelques jours. Il faut qu'on montre que ce modèle, il est encore une fois vertueux. Il faut qu'on assume qu'il faut qu'il crée de la valeur et il faut qu'on arrive du coup à le financer. C'est ce que dit le rapport Draghi. Et je crois qu'on est à l'instant un peu de vérité dans les 3 ou 5 ans qui viennent. On a, dans les 20 dernières années, décidé, parce qu'on n'avait pas cet écosystème, de mettre une bonne partie de notre argent dans la tech européenne pour nos retraites ou pour nos livrets A. Ça a plutôt marché parce qu'ils ont démontré un modèle. On pense, comme le dit Marie, que ce modèle arrivera à des limites, ou en tout cas que si nous, on ne met pas notre argent dans nos technologies qui permettent de voir un modèle qui nous convient, on n'aura d'une certaine façon pas fait ce qu'il faut et on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est un peu désolant, mais moi je suis optimiste, il y a des choses qui bougent, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse ce pari qui est toujours un peu délicat parce que les financiers, j'en suis maintenant, et quand ils ont été habitués à un modèle qui a marché, c'est un peu difficile de changer. Bon, la réalité va nous aider à faire ce choix. J'entends Paul-François qui dit un peu difficile de faire bouger les banquiers et je vous vois Marie sourire. C'est un peu très difficile quand même, on se dit les choses. Oui, c'est un peu très difficile parce qu'en fait, tant qu'on... Je pense que la fracture, elle vient aussi du fait qu'il y a cette idée que l'argent sert à faire de l'argent et qu'il y a comme une neutralité de l'argent. Mais en fait, quand on investit à un endroit donné, en fait, on donne beaucoup plus de chances à ce que le monde aille dans cette direction-là que si on met de l'argent pour aller ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas de neutralité de l'argent. Et du coup, on est en train d'orienter, en plaçant l'argent là où on le place, nos sociétés pour les 5, 10, 15 années prochaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai qu'on n'investit pas. Et tout cet argent, il est placé. Donc il sert à un endroit donné. Donc la question, c'est est-ce qu'il sert la résilience de l'économie européenne? Est-ce qu'il sert sa robustesse? Et la réponse est non, parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière le placement de cet argent-là. Qu'est-ce qui bloque? C'est le manque de stratégie? Pour vous, c'est ça, c'est le manque de stratégie? Oui, il faut donner une ambition long terme et la suivre. Et c'est compliqué parfois de suivre cette ambition-là, de garder cette stratégie. Et pourquoi il faut que ce soit long terme? C'est que ça prend nécessairement du temps. Parce qu'on n'innove pas tout seul, on innove en écosystème. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait les bons talents, il faut qu'on ait les entrepreneurs qui décident d'aller sur tel sujet, avec en face des acheteurs et les personnes qui sont capables de financer tout ça. Et donc,
l'argent va orienter nos décisions. Et il faut réussir à créer ces espèces de momentum où tout s'aligne. Et c'est là où nous, en tant que France Digital, c'est ce qu'on est. En fait, c'est un catalyseur d'écosystème. Il faut qu'on arrive à tout aligner. Ce que font, par exemple, parfaitement les Chinois. Et c'est assez fascinant parce que même à l'échelle d'une seule ville, ils sont capables d'avoir à la fois les chercheurs qui vont avoir l'idée, tout de suite ceux qui vont la tester, la produire, l'industrialiser et ensuite les vendre. Nous, on a encore cette difficulté-là où on est capable de constituer des écosystèmes. Par exemple, celui que je connais le mieux, c'est effectivement l'écosystème du software. Sauf que ça ne se fait pas en un jour. Et que cette dynamique, voilà, elle prend du temps déjà à être amorcée, elle accélère. Et puis si on décide de changer de direction à un moment, bah, c'est tous les efforts qui tombent à l'eau. La question, c'est comment on est patient, en fait. Oui, mais la question, c'est comment on assume que cette transformation, elle va prendre du temps. Parce que je crois qu'il faut assumer qu'on ne peut pas changer un modèle et un équilibre comme celui-là du jour au lendemain. Donc le débat, c'est comment on va être consistant et volontariste pendant 10, 15 ans, et inversement, comment on s'assure qu'on progresse suffisamment pour ne pas perdre des opportunités. Moi, je pense qu'évidemment, on peut se désespérer quand on regarde la somme d'argent. Nous, quand on regarde un peu l'écosystème français de la deep tech qui est là aujourd'hui, ou des startups industrielles, on a besoin de 35 milliards d'euros dans les 5 ans qui viennent, si on veut financer raisonnablement. Bon, ces 35 milliards d'euros, vous avez compris qu'on ne les aura pas de l'État, ou en tout cas pas autant qu'on a pu l'avoir. Et après tout, ça nous pousse à inventer un nouveau modèle. Et donc, il va falloir qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne une opportunité. Comme le disait Marie, ça devienne une opportunité où on aligne l'ambition où on veut aller collectivement et l'argent. Parce que c'est vrai que nous, à BPI France, on voit aussi de temps en temps des gens qui disent « moi, je veux de la souveraineté ». Et puis le soir, ils prennent des décisions financières qui sont un peu orthogonales. À un moment, c'est ça qu'il va falloir qu'on assume. Encore une fois, il y a 15 ans, je crois qu'on peut en vouloir à personne. On n'avait pas cet écosystème en Europe. Aujourd'hui, quand on regarde les levées de fonds sur les startups industrielles ou deep tech, c'est presque 3 milliards d'euros. C'est 40% des levées françaises. C'est pas suffisamment, mais c'est déjà une base sur laquelle il faut capitaliser. Et c'est vrai qu'il faut que ces petits tuyaux, petit à petit, ils arrivent et qu'on remette du sens, que collectivement, c'est presque un débat politique, on se dise, est-ce qu'on croit que nos technologies, elles vont permettre d'inventer ce nouveau monde? Et c'est notre argent à la fin, hein, c'est l'argent de nos retraites. Donc c'est un sujet aussi sociétal et ce n'est pas qu'un sujet de banquier. Et je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, on en prenne conscience et qu'on soit aussi un peu acteur de cette transformation. Maya, oui. Je pense que dans les autres limites, tu as parlé d'Europe, effectivement, il y a un enjeu d'échelle. Et je parlais de la Chine tout à l'heure, donc déjà à l'échelle d'une ville, de 20 millions d'habitants, tu fais plein de choses, mais c'est encore démultiplié parce que tu as un marché d'1 milliard de consommateurs. Nous, on est obligé d'agir à l'échelle européenne et c'est déjà très compliqué. Pour plusieurs raisons, j'en citerai peut-être deux. Un, l'Europe, c'est hyper fragmenté. En fait, c'est pas du tout un marché intégré. Et quelque part, nos efforts sont un peu limités par notre incapacité à passer à l'échelle d'après, à l'échelle européenne, où en fait nos entreprises qu'on va réussir à faire à émerger au niveau national se consolident et créent des champions européens capables d'attaquer tout le marché. Ça, c'est le premier point de comment est-ce qu'on constitue un marché unique. Et le deuxième, c'est qu'on a aussi, et je dis pas que c'est mauvais, mais on a un enjeu de régulation. Et le cadre réglementaire, pour permettre d'innover, en tout cas d'agir et de vendre, doit rester le plus stable possible. Et on a un sujet où les règles ne sont pas toujours tout à fait claires, souvent pas très simples, et créent des barrières à l'entrée qui vont favoriser les acteurs déjà existants, déjà dominants sur le marché, parce qu'ils auront tous les moyens de se mettre en conformité, là où les nouveaux acteurs entrants, et notamment des Européens, bah déjà vont se faire bloquer à l'entrée. Je rebondis peut-être, mais est-ce qu'il faut aussi plus d'exemples de scale-up, de start-up qui ont réussi et qui deviennent des leaders, des licornes? Il faut plus d'exemples aussi comme ça, c'est ce que vous vouliez dire? Oui, alors je pense que l'exemple est très important parce que quand on y réfléchit, je parlais d'écosystème, comment se constitue un écosystème? C'est un écosystème de confiance. Et créer des exemples, c'est ce qui donne confiance. Ça donne envie à des talents de s'investir dans ces domaines-là, ça donne envie à des investisseurs de venir et mettre de l'argent. Et donc oui, il faut des exemples parce qu'il faut créer de la confiance. Mais moi, donc Maya a raison, je pense qu'on est tous en train de prendre conscience collectivement que l'échelle européenne, c'est l'échelle de demain. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire avant? Je ne sais pas. Il fallait qu'on crée notre écosystème. Il y a une certaine compétition qui va continuer.
moi, je suis frappé que depuis 18 mois à peu près, on voit et on a des relations de plus en plus avec les Allemands qui ont fait des initiatives avec Sprint Day. Les Italiens sont en train de mettre beaucoup d'argent dans la tech et font des choses. Les Espagnols sont en train de bouger. Les Belges, moi j'ai vu les Hollandais, ils font plein de choses. Les pays nordiques ont déjà beaucoup de choses. Les Anglais nous disent toc, 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 est-ce qu'on pourrait faire des choses? Ça prend du temps. Et puis la Commission a clairement un agenda. Alors là encore, on est sur des temps de cycle de transformation. Il faut une mini-Europe du coup, une Europe à, je sais pas, 6, 8? Je ne sais pas, parce que la tech, elle a plus de fluidité. Je ne sais pas si c'est forcément, il faut exclure. En tout cas, c'est clair qu'on a des gros pays autour de nous qu'on a cités qui sont en train de bouger. Moi, je crois que ça bouge, qu'ils sont en train de comprendre collectivement, on est en train de comprendre collectivement qu'il faut qu'on sorte un peu de nos frontières. On vient d'investir, nous, dans ICEYE. C'est une très belle boîte de satellites de défense. Ça va devenir un leader européen. C'est une boîte finlandaise. On veut, et ils sont très intéressés à s'installer en France et à travailler avec l'écosystème de start-up. Donc il faut qu'on bouge un peu aussi, qu'on ne reste pas sur notre petite logique franco-française. Je vous rassure, la BPI va rester 95% de nos investissements et financements, ou 99% en France, mais nos amis de Sprint Day nous disent nous, on veut faire des appels à projets, on veut financer des projets français. Les Italiens nous disent est-ce qu'on peut investir dans des boîtes françaises? Okay. Voilà, il faut qu'on maille tout ça, il faut qu'on sorte un peu de nos zones de confort, et puis l'Europe va nous aider à créer ce collectif. Et face à ça, on a des fonds qui ont encore, je ne veux pas être rabat-joie, qui ont une vision, Marie, très court-termiste. Oui, effectivement. Je pense que donc moi, j'ai financé la transformation digitale pendant 20 ans. Et là, je pense qu'on vit une nouvelle phase de transformation de l'économie qui nécessite des produits financiers qui soient adaptés en fait, à cette transformation-là. Et je pense que le modèle du capital risque historique, qui est des fonds fermés à 10 ans, qui fait qu'en fait, on donne un horizon de temps qui est réduit aux entreprises, ça ne permet pas de financer les startups industrielles dont Maya parle et de donner le temps d'aller jusqu'au bout de ce potentiel-là. Donc c'est pour ça qu'on a créé un produit financier qui est ouvert et qui apporte de la liquidité annuelle tous les 6 ans pour permettre aux gens d'être patients, parce que c'est une nouvelle ingénierie. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions potentielles, mais on a besoin de se reposer la question des produits financiers au service de cette transformation. Et je crois aussi qu'on doit repenser 2 autres choses. La première, c'est en fait la grande différence pour moi entre la transformation digitale et la transformation durable, c'est qu'en digital, on parle de disruption. Donc on va prendre la place d'un acteur qui est dans la chaîne de valeur et on va fonctionner de manière plus productive, plus efficace, aller directement au contact avec les clients, on réintermédie. Donc bref, on disrupte et on est en concurrence et en disruption. Dans la transformation durable, c'est une logique de chaîne de valeur. Je ne peux pas, moi, être durable si mes fournisseurs ne changent pas le type de matériaux qu'ils vont me fournir et ne s'adaptent pas, eux, aux limites planétaires, aux ressources. Je ne peux pas me transformer, moi, si mes clients ne vont pas avoir différents types d'usages en recyclage ou en frugalité, etc. Et du coup, c'est cette transformation de filière, en fait, qu'il faut penser. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on pose la question comme ça, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'autres types de financeurs qui sont un peu naturels dans la transformation durable, qui sont les entreprises elles-mêmes, qui ont intérêt à financer les solutions qui vont les aider à basculer et créer des liens de collaboration avec les startups qui n'ont rien à voir. Les familles, qui elles sont plus long terme, qui sont souvent dans des entreprises ETI familiales qui ont une vision long terme et ce type de financement. Et donc, on voit d'autres types d'investisseurs qui arrivent. Comment on crée la bascule? Marie a un point super important, je pense. C'est vrai qu'on a été un peu dans la folie de la tech, du digital, qui a ses règles de disruption et qui a ses modèles. On voit bien que sur la deep tech, les règles sont fondamentalement différentes. Et quand on voit des startups deep tech ou des startups industrielles, au fond, c'est des PME qui ont des problématiques d'ingénierie, qui ont des problématiques j'ai envie de dire, de qualité, qui sont de nature très différente et des besoins de capitaux très différents. Et moi, je partage qu'un des gros enjeux dans les années à venir, c'est de cesser de mettre d'un côté les startups et de l'autre côté les filières. Je pense qu'on ne réussira que si on réinsère très vite ces acteurs. Et de ce point de vue-là, ces journées sont
c'est un écosystème, c'est des filières qui travaillent entre elles. Il va falloir que les grands groupes changent aussi leur modèle de financement de leur R&D, parce qu'une bonne partie de la R&D de demain, elle est autour de ces startups. Et donc là, on a un nouveau modèle qui va permettre de trouver une partie des financements, mais on a été probablement un peu illusionné par ce rêve de la tech, qui continue d'ailleurs tout seul dans l'IA. Ce n'est pas que le monde de demain. Il y a plein d'autres choses qu'on voit ici aujourd'hui et qui vont servir plein de filières industrielles qui sont déjà très implantées, très, j'allais dire, dans notre modèle, comme le disait Marie, et qui vont pouvoir se régénérer d'une certaine façon avec ces startups. Et le déclic finalement pour qu'il y ait cet alignement-là, il doit venir, est-ce que c'est un rôle de l'État, je dis l'État ou de l'Europe, est-ce que ça doit venir des entreprises elles-mêmes et d'organismes comme France Digital? De qui il doit venir le déclic pour dire OK, on change de modèle, comme vous le dites, Marie? Question, on a 3 heures. Il doit être partout. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est justement créer cet alignement des planètes où je pense que privé, public doivent communiquer. Les acteurs privés, en fonction de leur typologie, doivent aussi apprendre à communiquer. Effectivement, il faut qu'on puisse rassembler différents types de financeurs, faire comprendre qu'effectivement, start-up ne veut pas forcément dire digital. Et d'ailleurs, enfin, bref. Nous, on a ce problème-là chez France Digital, on n'a pas que des boîtes dans le soft, c'est très très large, mais en fait, leur enjeu qui est commun, c'est de se connecter à leur filière, à leur secteur d'activité avec des plus grands groupes qui vont pouvoir acheter leurs solutions. Et en fait, c'est là où va vraiment être l'innovation. Quelque part, une startup, c'est une sorte de laboratoire qui va pouvoir donner quelque chose de très grand, ou en se connectant avec un autre écosystème, va pouvoir devenir plus grand. Donc il faut déjà, dans la sphère privée, essayer de connecter au maximum et effectivement aligner avec, je pense aussi, une véritable convention, enfin, une vision politique de long terme, parce qu'il y a aussi des très gros chantiers très macro à mener. Je leur donne un par exemple, mais c'est celui du financement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'épargne en Europe, on a de l'argent, mais il n'est pas dirigé vers ces sujets de technologie. C'est ça, c'est ce déclic. C'est comment on aligne tout, que l'épargne est bien dirigée, que les fonds sont bien dirigés, que les banques d'investissement... Je pense que, bon après, comme le dit Maya, il n'y a pas de solution universelle, sinon on l'aurait déjà trouvé. Donc il y a un moment, c'est un système, puis il faut prendre... Voilà, on teste et puis tout d'un coup, ça fait effet de système. Moi, ma conviction, c'est que cette relation de filière de grands groupes qui, eux, ont des capacités de financement importantes, s'ils commencent à évoluer dans leur réflexion avec leur écosystème de start-up qui changent leur modèle, ça peut donner un signal assez fort parce qu'ils ont un effet de levier sur le système financier qui est plus important que le pur écosystème de la tech. Bon, c'est probablement pas le seul, mais en tout cas, on voit bien que là, on a quelque chose qu'on n'a pas encore fait bouger, qu'on peut faire bouger dans les années à venir. Marie? Oui, je voulais juste rajouter une dimension qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, le monde de la tech et toute la filière de financement de la tech européenne s'est construite sous influence américaine, avec toute une partie finalement de la chaîne de financement qui est américaine et beaucoup de nos entreprises qui finissent là-bas. Moi, j'ai financé, et j'étais assez connue pour ça, une entreprise qui s'appelle Criteo qui a été introduite au Nasdaq en 2013. Criteo a annoncé l'année dernière qu'il devenait 100% américain. Donc on a aussi une question à se poser qui est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que dans la filière de financement, on n'est pas en dépendance non plus sur notre chaîne de valeur finance, on est aussi diversifié en risque. Et comment cette bascule de filière, à l'heure où c'est la Chine en fait qui produit et qui est une partie très importante de toutes les filières industrielles, on peut aussi dérisquer toutes ces relations-là avec des partenariats et des chaînes de valeur qui sont multilocales, où on crée de nouveaux types d'alliances avec d'autres géographies que les États-Unis. Le temps est écoulé, vous voyez, ça clignote. Merci beaucoup. Si je conclus en disant que finalement la souveraineté ne dépend pas du volume d'argent disponible, mais de notre capacité collective à l'orienter, vous êtes d'accord? On ne peut pas repartir sur 25 minutes, mais c'est ça, c'est un mouvement collectif qu'il faut mettre en route. Il faut les deux, non? Oui. Il faut les deux. Il faut de l'argent et un mouvement collectif. De la collaboration radicale. Collaboration radicale. Il faut que la volonté se transforme quand même à la fin en argent. Mais le premier point, c'est qu'on est tous en vie et qu'on voit, encore une fois, la somme des décisions qui vont permettre de transformer ça en vrai argent sonnant et trébuchant. Merci beaucoup. On se retrouve peut-être dans 2 ans pour faire un point sur cette même scène. Merci à tous les trois. Merci à vous.